Liebe ZuschauerInnen, an dieser Stelle geht es weiter mit unserem nächsten Thema, nämlich Erinnerungskultur in Ruanda, Herausforderungen des Gedenkens und Erinnerns. Über die Frage, an wen und was wir in Ruanda erinnern und gedenken sollen, wird jetzt Frau Dr. Esther Mujawayo-Kaina sprechen. Dr. Mujawayo ist Soziologin und Traumatherapeutin und auch Mitbegründerin der Assoziation der Witwen des Genozids von April 1994 im Ruanda. Diese Organisation bietet Witwen und anderen Überlebenden Beratung, medizinischen, aber auch psychotherapeutischen Versorgung an. Dr. Mujawayo arbeitet als Traumatherapeutin mit schwer traumatisierten Geflüchteten in Düsseldorf und ich freue mich, Sie als meine erste Gast im Studio begrüßen zu dürfen. Bitte schön, Frau Mujawayo. Merci beaucoup pour votre invitation et merci beaucoup à Renani Palatina pour avoir organisé cet événement entre les trois pays, le Rwanda, l'Allemagne et Israël. Mon thème à moi, c'est le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Se souvenir et commémorer qui, quoi, comment. Se souvenir de qui? En 1994, au Rwanda, 1 million de Tutsis ont été systématiquement tués sur tout le territoire du pays pendant 100 jours. Des hommes, des enfants, des femmes, des jeunes, des vieillards. 1 million, ça fait 1 million, c'est des statistiques. Mais je voudrais vous montrer les visages, ou en tout cas quelques visages de ces personnes qui ont été tuées. J'ai eu la chance d'avoir sauvé quelques photos de ma famille et je vous les montre. Quand vous regardez la première photo, ça c'est la photo de ma famille à moi. C'était un jour où mon oncle était parti visiter mes parents et ils ont fait une photo de famille. En partant de la gauche, vous voyez mon papa, Fizi, il a été tué en 1994. À côté de lui, c'est ma tante Épiphanie, elle a été tuée en 1994. À côté, c'est ma maman, Monica, elle a été tuée en 1994. À côté d'elle, c'est ma sœur Stéphanie, elle a été tuée avec ses 3 enfants, son mari et toute la famille de son mari aussi, en 1994. À côté d'elle, c'est ma tante Immaculée, elle a été tuée aussi avec son mari, mon oncle, Sakumi, celui qui prend la photo. La seule survivante sur toute la photo de famille, c'est ma petite nièce Bihogo, heureusement qu'elle a survécu. Ça, c'est du côté de ma famille à moi et du côté de la famille de mon mari. Là, c'est la deuxième photo que vous voyez. Mon mari, Innocent, et moi, on était heureux, c'était en 1988, on venait d'avoir notre première fille, Anna, et nous sommes partis à la maison de ses parents, chez mes beaux-parents, pour leur présenter le bébé. Et c'était une joie. Et il y a une amie qui a pris la photo de famille. Sur cette photo, les seuls qui sont encore en vie, c'est Anna, le bébé, et moi. Sinon les autres, le premier à gauche, c'est Ngabo. C'est le frère de mon mari, il a été tué. Après, c'est mon beau-père, Karela, il a été tué en 1994 aussi. Après, c'est ma belle-mère, Césaria, elle a été tuée en 1994. Le jeune petit qui est assis par terre, c'est le plus jeune frère de mon mari, Tchemaïre. Il a été tué en 1994. Le bébé dans les bras de la grand-mère, Anna, comme je vous ai dit, heureusement, elle vit, c'est une jeune fille maintenant. Dieu est grand. À côté de moi, c'est mon mari, Innocent. Il a été tué en 1994. À côté de lui, c'est Nyama Aswa, son cousin. Il a été tué en 1994. À côté de Nyama Aswa, c'est la petite sœur de mon mari, Omutesi. Elle a été tuée en 1994. À côté d'elle, c'est Mugaragu, leur cousin, qui a été aussi tué en 1994.
j'ai tenu à les appeler par leur nom, parce qu'ils avaient des noms. Il faut qu'on se souvienne d'eux. Se souvenir de qui? Oui, se souvenir des nôtres, qui étaient des êtres humains. Ce ne sont pas des chiffres. Je n'ai pas l'anonymat des statistiques. C'étaient des êtres humains qui étaient nés Tutsis et qui devaient mourir parce qu'ils étaient Tutsis. Les photos que vous voyez, comme je vous dis, j'ai eu la chance de les sauver dans ma famille. C'est la même chose chez beaucoup des amis rescapés. C'est toutes des familles qui sont complètement exterminées. Et c'était l'objectif du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Alors, se souvenir de quoi et pourquoi, je pense que c'est très important de dire et de corriger tous ceux qui pensent que c'était la folie humaine. Un génocide, ce n'est pas la folie collective des hommes, pas du tout. Les tueurs n'étaient pas fous. Ceux qui ont planifié ça, ils n'étaient pas fous. Ils savaient très bien ce qu'ils font. Un génocide, c'est un processus qui est bien préparé, qui est bien rodé, qui est bien soutenu, et c'est pourquoi c'est presque réussi. Comme je vous dis là, vous voyez sur la première photo, il y a juste la petite nièce qui a survécu. Sur l'autre photo, il y a juste mon bébé et moi qui avons survécu. Oui, les deux autres petites qui sont nées après, heureusement, elles ont survécu aussi. Mais c'est ça l'objectif d'un génocide, c'est exterminer un groupe. Et au Rwanda, en 1994, depuis avril jusqu'à juillet, l'objectif c'était vraiment d'exterminer tous les Tutsis du Rwanda. Je me souviens qu'ils disaient, les tueurs, ils disaient, dans notre langue, on dit « Il ne faut pas qu'un seul témoin survive pour raconter ce qui s'est passé. » Donc c'est important de se souvenir, c'est important de commémorer, parce que ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, ce n'est pas du tout des barbares, comme les Occidentaux ont voulu le dire, que ces choses-là, c'est d'ailleurs le président Mitterrand qui l'a dit, vous savez, ces choses-là, là-bas, ce n'est pas grave. Parce qu'on fait comme si c'est des barbares qui se tuent entre eux. On fait comme si ces deux groupes, c'est d'ailleurs ce qui a faussé beaucoup la chose, on a dit deux groupes qui s'exterminent, qui se tuent mutuellement. Non. Mon papa et ma maman, c'était des vieux qui étaient dans la maison, qui ne pouvaient pas se battre contre qui que ce soit. On les a tués à la maison. Ma sœur et ses bébés, on les a tués à la maison. Il y a même des femmes, c'était terrible, une femme Hutu qui était infirmière et on est venu à l'hôpital où elle travaillait à Boutaré. C'est un des médecins de Médecins sans frontières qui avait fait ce témoignage. On est venu, on avait une liste de tout ce qu'on doit tuer. La liste des Tutsis était bien claire, ce qu'on devait tuer. Et on a pris son mari, il était sur la liste des Tutsis et on est allé le tuer. Et puis, ils sont revenus pour prendre la femme qui était enceinte. Mais la femme était Hutu. Et le médecin britannique de MSF a dit « Mais désolé, pourquoi vous voulez la tuer? Elle n'est pas sur la liste et elle est Hutu. » Et ils ont ricané et ils ont dit « Désolé, le bébé qu'elle a dans son ventre, c'est un Tutsi. » Et on l'a tué parce qu'on devait tuer le bébé qui était dans le ventre, qui était Tutsi. Donc ce processus d'extermination totale, comme je dis, il ne tombe pas du ciel, il est bien préparé, il était bien préparé au Rwanda, mais si on veut aller à la racine de tout ça, c'est pas seulement 94 ans. C'est des choses que nous avons vécues régulièrement tous les 10 ans. Je suis née en 1958 et déjà en 1959, j'étais bébé, ça je ne peux pas m'en rappeler. On est venu à la maison, c'est la même chose, on brûle les maisons, nous on s'enfuit, on mange les vaches, on pille tout. Et puis après, tout d'un coup, quand c'est fini, on dit le vent mauvais est tombé et nous recommençons, nous revenons, nous bâtissons de nouveau, nous cultivons de nouveau, nous élevons des vaches de nouveau et c'est le silence total. En 63, la même chose se passe. En 73, là j'étais adolescente au lycée, là on monte d'un cran. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement
tuer, manger les vaches et détruire les biens, mais c'est aussi nous chasser tous de l'école, nous chasser tous les Tutsis sont renvoyés de leur boulot, tous les élèves, tous les étudiants sont renvoyés des écoles. Encore une vague de réfugiés qui va partir. Et en 1994, on a dit, cette fois-ci, on ne fait aucune faute, on doit commencer par les tuer d'abord et après on va piller, après on va manger les vaches. Mais soyons sûrs qu'on ne fait pas la faute qu'il y ait des survivants. C'est pour ça que je vous disais, l'exercice du génocide a failli réussir complètement, mais heureusement, il y a quand même eu des survivants. Je commence en 58, en 59, mais ça va encore plus loin, ça va encore dans la colonisation. Quand est-ce que cette histoire des Hutus, des Tutsis, des Twa, cette histoire des cartes d'identité qu'on vérifiait aux barrières, ça date de quand? Ça date de qui? Ça date du colon, le Belge. Bien sûr, les Tutsis, les Hutus, les Twa, ils existaient au Rwanda. Ça c'est pas l'invention des Belges. Mais comment ça a été systématisé et comment ça a été fait racial et comment ça a été écrit dans ce qu'ils appelaient au départ, ils appelaient ça le bouc. C'était flamand, je crois. Oui, je racontais en 73, quand on nous a chassés de l'école. En fait, quand il y avait des cas qui étaient douteux, si on n'était pas très sûr, si tu dis que tu es Hutu, tu veux rester à l'école, mais si on n'est pas très sûr, qu'est-ce qu'on fait? On demande, va demander à tes parents, allez chercher dans le bouc. Donc on va aller jusqu'aux années 30, au moment où le colon belge instaure la carte d'identité. Ce qui était avant pouvait changer, selon que tu perdais tes vaches ou que tu augmentais les vaches, c'était la richesse, c'était le degré de richesse. Selon que tu les perdais ou que tu les augmentais, tu pouvais passer d'une classe à l'autre. Tu pouvais perdre ton statut de Tutsi et devenir Hutu parce que tu avais moins de vaches. Tu pouvais aussi passer du statut de Hutu au statut de Tutsi quand tu avais plus de vaches. Et quand les Belges ont voulu faire les statistiques et tout geler dans le système dans le système de bureaucratie occidentale, là, ils ont fait les cartes d'identité. On pourrait en rire si ça ne va pas conduire par après, en 1994, à un génocide à vérifier cette carte d'identité. Mais quand ils ont commencé à avoir des problèmes avec des frères, l'un disant qu'il est Hutu, l'autre disant qu'il est Tutsi, là, ils se sont facilité la tâche, ils ont dit, OK, on a compris, à partir de 10 vaches, on va dire que vous êtes Tutsi. Et avant, moins de 10 vaches, vous êtes Hutu. Et on a noté ça sur la carte d'identité, et depuis lors, ça n'a pas changé, jusqu'en 1994. Heureusement que ça n'existe plus maintenant. Mais se souvenir de quoi encore? Et ça fait très mal. En 1994, quand le génocide se passe, ce n'est pas inconnu. C'est connu du monde entier. Il y a des forces de l'ONU, il y a des casques bleus qui sont là-bas. Et ça nous a trompés. Parce que nous, on a cru que comme il y avait l'ONU, comme les Nations Unies étaient là, ça ne pouvait pas se passer. Mais ça s'est passé. Malgré l'obligation de la Convention de Genève d'intervenir là où se produirait un génocide, on a cru qu'on pouvait quand même apprendre des leçons de l'autre génocide, de ce qui s'était passé ici en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand on a éliminé les Juifs, les Gitans et les autres. Le monde entier s'est levé, le monde entier a dit plus jamais ça ne va se passer. Là où ça se passe, on va intervenir, vu que c'est souvent les gouvernements en place qui le font. Cette convention de Genève existait, l'ONU était chez nous, et pourtant, ils ont décidé, à New York, dans le Conseil des Nations Unies, ils ont décidé de diminuer même les casques bleus qui étaient là. On a laissé un petit nombre de 500 peut-être, ou même pas. Alors on doit se souvenir de cet échec de la communauté internationale et on doit continuer à poursuivre cette action pour faire la justice des millions dont je vous ai parlé, la justice des biens que je vous ai montrés, et surtout peut-être pouvoir faire en sorte que ça ne se passe plus ailleurs. Et ce que nous apprenons vraiment, pourquoi nous commémorons encore, c'est que ce plus jamais, qui a été tellement galvaudé, que ce plus jamais soit vraiment plus jamais. Mais
Se souvenir de quoi encore? Ça, on ne peut pas l'oublier. Heureusement, il y a eu quelques survivants, dont moi, dont mes enfants, dont les amis d'Avega, les femmes avec qui nous avons commencé l'association des veuves. Ils sont restés sans famille, beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'identité, qui ne savent même pas comment ils s'appelaient, comment étaient leurs parents. Nous avons des jeunes. Je me souviens d'une jeune fille qui était tellement, tellement malheureuse quand elle est allée chez son gynécologue. Elle a pu se reconstruire, elle a pu faire une famille. Et une fois chez la gyné, parce qu'elle était enceinte, la gynécologue lui pose la question très banale. Et qu'est-ce qu'il y a comme maladie dans la famille? Et la jeune femme éclate en pleurs. Et la gynécologue est complètement perdue. Elle se demande, mais qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Mais elle lui a demandé, qu'est-ce qu'il y a comme maladie dans la famille? Mais la jeune maman ne connaît rien de sa famille. Elle ne sait même pas quelle maladie il y avait dans la famille. Donc, on doit se souvenir, on ne doit pas oublier ces rescapés qui essaient de se reconstruire physiquement et psychiquement. Je dis physiquement d'abord, parce que comme j'ai dit, tout a été détruit, on a dû reconstruire les maisons, on a dû reconstruire une vie, on a dû commencer de nouveau à se battre pour gagner la vie. Mais beaucoup, en fait, ont été laissés pour morts. On a cru qu'ils étaient morts, on les a laissés dans les cadavres. Ils s'en sont sortis, mais avec des séquelles incroyables. Jusque maintenant, on a encore besoin des opérations de reconstruction. On a besoin des prothèses, on a besoin de les soigner. Mais aussi la reconstruction psychique. Et ça, c'est un des grands problèmes que nous avons pour le moment et avec lequel nous nous battons. Et comme vous avez dit en me présentant, oui, je travaille avec des personnes traumatisées maintenant ici en Allemagne, mais au Rwanda, c'est un grand problème et c'est un thème. Alors je me dis, heureusement qu'au Rwanda, il y a eu quand même des choses qui ont été initiées. Il y a eu un fonds d'assistance aux rescapés nécessiteux. C'était vraiment un grand soulagement pour nous quand le gouvernement a institué ce fonds. Mais heureusement, il y a aussi quand même des associations non étatiques qui s'en occupent, notamment comme notre association des veuves, ou bien comme les associations Ibuka. Ibuka, ça veut dire « Souviens-toi », qui se battent pour que ces rescapés, pour que ceux qui ont survécu par miracle, au moins maintenant, ils peuvent avoir une vie digne. Mais je reviens un peu à ceux qui sont morts. Je reviens à ceux qui ont été tués et que nous voulons commémorer, parce que le thème maintenant c'est commémorer, comment commémorer et pourquoi commémorer. Je pense qu'une des choses qui est très très importante, c'est vraiment rendre la dignité humaine. Parce que les victimes étaient tuées d'une façon atroce. Ils n'étaient pas inhumés comme des êtres humains. Beaucoup ont supplié, ceux qui étaient tués par balles, ils avaient de la chance, mais beaucoup n'ont même pas eu la chance d'avoir des balles. Ou bien on les laissait agoniser. La torture. Est-ce que maintenant, ils ont au moins la chance de retrouver une dignité humaine dans les sépultures? Être vivants, ça, ils ne peuvent pas être plus, ils sont tués. Mais au moins, ils vont être inhumés dans des sépultures dignes. Et comme ça, leur dernière demeure n'est plus le fleuve dans lequel on les a jetés, ce n'est plus les fosses ou les toilettes, les latrines. Jusque maintenant, on retrouve des corps dans des toilettes où les gens disent oui. Quand ils se disputent entre eux, on a la chance de retrouver les toilettes où ils ont été jetés parce qu'il y a une famille dernièrement qui a été arrêtée parce que quand ils se sont disputés pour des histoires de famille, il y a un frère qui a menacé sa sœur et lui a dit « Tu sais, je peux te tuer et on va faire nos besoins sur toi comme nous faisons nos besoins sur les enfants de la famille que nous avons dans notre toilette. » Donc pour eux, ils ont besoin de retrouver cette dignité, mais pour nous aussi, pour les rescapés, pour les leurs, nous avons besoin de cette consolation, de les retrouver, de les voir comme je vous les ai montrés sur la photo, comme des êtres humains, comme des parents, comme des enfants qu'on aimait, et pas seulement des cadavres jetés dans les excréments. Nous devons les sortir de l'anonymat. Nous devons écrire leurs noms sur les sépultures, dans les livres, dans les poèmes lors des soirées commémoratives. Nous avons besoin, comme j'ai dit, que le monde a détourné les yeux. Maintenant, le monde doit le savoir
Et nous devons essayer de partout où nous sommes, que ce soit présent, que ce soit connu, afin que ça ne se reproduise plus. Donc pas seulement la dignité humaine pour les nôtres, mais aussi pour prévenir, pour servir de leçon. Je vais terminer en disant quand même, on se souvient de quoi, on commémore quoi encore, malgré la propagande qui avait atteint presque tout le monde, heureusement, il y a eu des justes. Il y a eu des personnes, des jeunes, des plus vieilles, des riches, des moins riches. Il y a eu des personnes qui ont été des justes. Comme vous l'avez vu dans l'histoire aussi ici de l'Allemagne, qui a eu des justes. Au Rwanda aussi, il y a eu des Hutus qui, souvent au prix de leur propre vie, ont sauvé des vies de Tutsis. Aujourd'hui, on les reconnaît au Rwanda. Aujourd'hui, c'est pas on les commémore parce qu'ils sont encore... Ceux qui sont vivants, on les commémore. Ceux qui sont... On les remercie. On les honore. Ceux qui sont morts, je pense à la sœur Félicité, on les commémore aussi. Donc cette solidarité et cette humanité des justes, c'est un peu l'espoir qui nous anime, qui dit quand même, malgré un plan d'extermination totale, le dernier mot n'appartiendra pas à la mort. Je vous remercie. Merci. Danke Ihnen. Vielen Dank, Dr. Mujawayo, für Ihre klaren Worte und Einblicke in diese schrecklichen Ereignisse. Ich merke einfach, dass ich auch ein bisschen Zeit brauche, um das zu verdauen. Aus Studio Kigali ist zu uns zugeschaltet Frau Assumpta Mugiraneza. Sie ist eine französisch-ruandische Intellektuelle und Mitbegründerin und Direktorin des IRIBA-Zentrums für multimediales Erbe, einem audiovisuellen Archivzentrum für Rede und Dialog und den Prozess der Wiederaneignung der Vergangenheit. Sie ist zudem Autorin und Mitautorin von Forschungsartikeln und Büchern zur Geschichte extremer Gewalt und Völkermorden im 20. Jahrhundert. Frau Mugiraneza wird uns Einblicke geben in allgemeine Herausforderungen des Erinnerns und Gedenkens in Ruanda. Ich begrüße Sie. Bonjour, Uraho Esther. J'ai la chance de présenter après Esther et j'ai la chance d'avoir prévu de faire un pas de côté, ne pas aller directement sur le génocide. Remembrance Culture in Rwanda, Challenges of Commemoration and Remembrance. La culture de la mémoire au Rwanda, les défis de la commémoration et du souvenir. Et lorsque je cherche à le dire en Kinyarwanda, vous m'excuserez les traducteurs, mais ça devient umuco wo kwibuka mu Rwanda, inzitizi mu kwibuka no kwibuka. Il y a une tautologie qui ne veut plus rien dire. Et j'ai tenu à commencer par la tentative de traduire ce qui se dit. Et c'est là où je me dis de quoi parlons-nous au juste. J'ai voulu commencer par ce pas de côté, par cette question, pour rappeler à nous tous, ceux qui comprennent le Kinyarwanda et ceux qui ne le comprennent pas, que déjà ce titre est un défi. Nous pensons parler de la même chose, mais nous devons remarquer que dit en Kinyarwanda, cela nous renvoie à un univers cognitif, discursif, incohérent, tronqué ou emprunté. Mémoire, souvenir, commémoration. Si je le disais en Kinyarwanda d'aujourd'hui, je répéterais la même chose. Kwibuka, kwibuka, kwibuka. Ce processus d'atrophie continue me cause problème. Merci de m'avoir donné la possibilité de convoquer déjà une discussion là-dessus, d'exiger une recherche approfondie, d'exiger un débat digne sur ce que nous faisons réellement. Kwibuka.
un concept chéri, mais un concept qui sonne parfois creux, menaçant pour certains, ennuyeux ou hors champ. Débat confisqué par des enjeux immenses de notre mémoire, je dirais même de nos mémoires. Bien sûr que certains pourraient être tentés de souhaiter de mettre dans une boîte. Et divers protagonistes auraient toutes les raisons de vouloir la refermer vite fait. De quoi parlons-nous au juste, franchement? De la mémoire? Des mémoires? Du souvenir ou des souvenirs? Ne risquons-nous pas de nous retrouver encore à confondre? Célébrer ou faire célébrer? Un peu comme hier, les parents qui avaient subi l'indépendance, je suis sûre que ceux d'Esther aussi étaient dedans, étaient conviés à célébrer une indépendance dans laquelle ils ne se reconnaissaient pas. Commémorer ou faire commémorer, sommes-nous aujourd'hui tous convaincus d'aller dans le Kivuka quand nous y allons parce qu'on le sent comme une obligation administrative et pas encore une obligation d'humain? Quand et quoi transmettre réellement? Vous me permettrez de prendre cette distance justement pour évoquer une problématique ou des défis objectivement formulés parce que j'y travaille depuis longtemps. Je voudrais pas seulement convoquer la mémoire ou le souvenir, mais interroger globalement notre rapport, nous Rwandais, mais aussi autres habitants de la planète Terre, notre rapport au passé. Je préfère vous convier au travail d'histoire et à la transmission qui constitue le devoir auquel nous ne pouvons plus nous dérober, nous les adultes d'aujourd'hui. Camus avait dit que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et si dans le fait de mal nommer ce dont nous discutons aujourd'hui, nous étions déjà en train de co-créer nos malheurs. Depuis le génocide des Tutsis en 1994, nous vivons avec des concepts venus d'ailleurs, des pratiques ramassées à la va-vite, ici et là, des pratiques et des concepts peu inspirés du Rwanda. S'il est vrai qu'ils étaient nécessaires en temps d'urgence, s'il est vrai qu'ils ont permis de tenir face au vide, vide qui aurait pu être vite rempli par les apôtres du déni et du négationnisme, s'il est vrai que les Rwandais peinaient à configurer les espaces sociaux pour intégrer la violente nouveauté et tenter de mettre les mots sur l'inédit. Dire l'indicible que l'on ne peut taire. Là, je parle du génocide de proximité qui est le nôtre. S'il est vrai que les Rwandais avaient été abandonnés et que les bonnes volontés, même mal configurées, même maladroites, valaient bien mieux, s'il est vrai que la conjoncture à l'époque était très spéciale, je dois reconnaître que rien n'obligeait personne à embrasser pour longtemps des mots et des pratiques qui se forgeaient loin des réalités socio-anthropologiques, historiques, politiques, dont ils étaient censés s'occuper. Aujourd'hui, je vous convie à partager 5 grands défis que je place largement dans l'espace rwandais, pas seulement autour du génocide, parce que le génocide n'est pas seulement le moment ou le lieu du crime, c'est plus le long processus d'engendrement qui m'intéresse. Le premier défi, c'est qu'on emploie des concepts et des pratiques biaisées, qu'on se retrouve avec une pensée amputée depuis plus d'un siècle. À mon avis, entendre ça, c'est déjà un bon défi épistémologique qu'on pourrait alors commencer à relever. Au Rwanda précolonial, le verbe est au centre de toute vie sociale, culturelle, politique, économique, artistique.
Il faut reconnaître, chers amis, que dans la tradition, le Rwandais n'a pas de pratique de peinture, ni d'architecture, ni de sculpture, pas de dessin, pas d'autres représentations figurées. Dans le Rwanda précolonial, on n'y trouve même pas les masques. Pourtant, c'est le cœur de l'Afrique. Est-ce que ça veut dire que le Rwandais est plus bête que le reste de l'humanité? Non. Le Rwandais a tout dans son verbe. Un verbe particulièrement complexe, hautement stratifié. Un verbe qui exprime l'univers du rêve, du sacré, du tabou et du vécu de tout Rwandais. Ce verbe prescrit, désigne, ordonne, sollicite, induit, classe, affirme, ni sans jamais risquer la confusion à qui sait l'entendre. La vie, la mort, même la mort spéciale comme on en parle. La joie, la peine, la haine et l'amour trouveront toujours leur expression dans ce verbe que tous les Rwandais avaient en partage, du moins dans ses formes d'usage, parce que ce verbe est riche et il a d'innombrables circonvolutions, une extraordinaire mobilité, une spécialisation qui fait que parfois, dans certains domaines oraux, on y trouve des connaissances dignes de tout intérêt, dignes des laboratoires de recherche occidentaux. Le patrimoine historique et culturel rwandais se trouvait dans ce verbe. C'est là où on trouvait l'esthétique, les sentiments, de toute nature, la géographie, les récits, tout ce qui fait notre vie, l'environnement, les données météo, tout ce qu'il y a était dans ce verbe. Ce verbe qui avait même un dieu rwandais, Imana y'u Rwanda. L'imaginaire du Rwandais aussi est holistique. Il n'est pas analytique. Il aime la bonne forme et il aime la complexité. La complexité qui refuse, par exemple, de réduire ou de séparer un terme, un objet de son essence. La beauté, par exemple, elle ne saurait jamais être réduite à sa seule dimension matérielle. Quand on dit beauté, il y a aussi la bonté, il y a la générosité, les bonnes manières. Tout ça et plus encore, qui veut dire la beauté, mais qui trouve aussi ses racines lointaines, dans les familles, dans la généalogie, tout ce que nous n'avons plus finalement. Tout cela se forge et s'organise et s'exprime dans la langue des Rwandais, le Kinyarwanda. Je ne vais pas rester longtemps parce que quand je parle de ma langue, que j'ai d'autant plus retrouvé que j'avais perdu tout le reste, je pourrais y passer beaucoup de temps. Mais j'ai envie de vous dire que la chasse, l'agriculture, l'élevage, la procréation, le pouvoir, la mort, le genre, le rêve, la guerre, l'amour, sont des domaines inépuisables, mais pas explorés. Des domaines qu'on n'appelle pas à la rescousse quand il s'agit de penser le génocide, de penser la mémoire, l'histoire, le souvenir. Je pourrais rester longtemps, mais je préfère déjà passer à autre chose, parce que si je devais insister, je passerais plus de temps encore. Et je crois que c'est difficile de tout entendre en une fois. Ça m'a pris longtemps, moi aussi. Juste, je voulais insister sur l'importance de la langue Kinyarwanda. Cet univers traditionnel est perdu. Et le reste, c'est l'écrit, mais l'écrit rwandais ou l'écrit du Rwanda reste amputé, même s'il règne sur tout le reste. Bien sûr, le Rwanda est de tradition orale. À la rencontre avec la colonisation, bien sûr la colonisation, à la tradition écrite, à les archives, à d'autres types de représentations. La pensée coloniale décrète que l'indigène qui ne possède ni écriture ni archives est une pensée qui n'a pas d'histoire et que le passé de l'indigène n'a aucun intérêt
et qui ne mérite pas qu'on s'y attarde. Il faut introduire la civilisation et effacer la barbarie. Cela allait de pair avec la mission civilisatrice, incarnée en partie par les missionnaires d'Afrique, dits Pères blancs. La religion chrétienne va occasionner une crise socio-anthropologique et philosophique profonde dans la société rwandaise en imposant une vision binaire à la place de la complexité. Il y aura le bien et le mal, le noir et le blanc, la barbarie, la civilisation, le baptisé et le païen, ainsi de suite. Cette vision binaire et conflictualisée entre dans un monde attardé parce qu'il était jugé ainsi, un monde sauvage, un monde noir et ignorant, par-dessus tout païen. Il l'oppose, un monde nouveau, civilisé, blanc, savant, christianisé. Si ce n'était pas, tiens, je cède, un homme masculin, bien évidemment, parce que la femme dans tout ça n'a pas une place enviable. À partir de là, tout un pan de l'histoire du Rwanda a été occulté. Et il continue à faire sérieusement défaut à la pensée critique qu'il nous faudrait pour penser le génocide, pour penser les combats à mener aujourd'hui, pour penser la mémoire, la commémoration, le souvenir, la transmission. Malheureusement, l'avènement de l'indépendance n'a pas coïncidé avec l'éveil d'une conscience de reconstruction du patrimoine culturel du pays. Il n'a pas cherché à rétablir un ordre national précolonial. Par contre, les théories raciales avaient déjà fait leurs effets parce qu'elles avaient été enseignées à la nouvelle élite qui allait s'impliquer dans la lutte pour l'accès à l'indépendance. Depuis, les Rwandais et non-Rwandais qui s'expriment sur le Rwanda doivent toujours recourir à l'usage des concepts et notions forgées en langue étrangère. Imaginez si j'avais proposé de faire cette communication en Kinyarwanda. Ne vous en faites pas. Moi-même, j'aurais été un peu ennuyée parce qu'il y a des concepts que j'ai et pour lesquels je n'ai pas encore trouvé les équivalents en Kinyarwanda. Mais la question mérite d'être posée. Le troisième défi, vous m'excuserez, je suis obligée de partir vite, c'est une sorte de compression des univers et l'atrophie de leurs intersections. Je parle ici de l'individuel, l'intime, le privé, versus l'univers groupal, collectif ou public. Le Rwandais dont je parle est un être de pudeur, un socio-architecte en puissance qui organise sa vie, ses différentes dimensions dans des espaces bien déterminés. Les mots se disent dans un espace et pas dans un autre, dans un temps ou dans des circonstances destinées, avec un ordre bien déterminé et surtout pas d'inflation verbale. Ceux qui comprennent le Kinyarwanda entendront mieux quand je dirai Ijambo, non amagambo. Les moments et événements de vie, le temps long ou court, les saisons, les heures, les mois, les années, sont annotés par la langue Kinyarwanda et s'organisent dans leur gestion sociolinguistique, car ils entraînent la manière de parler et d'interagir avec les autres. Quand on parle du Rwanda sans se soucier du Kinyarwanda, on est en train de s'en prendre à la relation à l'autre, à l'altérité. Le Rwandais est un être de pudeur. Les sentiments, même les plus intenses, s'exprimeront toujours avec une dose de contrôle de soi. L'amour ou la mort se disent, rien n'est tabou, mais il faut choisir ses mots. Sans nier la place des premiers concernés, la société, le groupe social prend en charge ce qu'il faut amplifier ou tempérer, ce qu'il faut glorifier ou ce qu'il faut consoler. Le langage ici joue un rôle particulier. Vous pouvez vous demander, mais où est-ce qu'elle nous amène? J'ai envie de rappeler que justement,
Les violences politiques, coloniales et post-indépendance, les massacres, les tortures, et en particulier le génocide, viennent tuer ce langage. L'individu est réduit à néant. Le privé versus public perdent leur sens. Les intimités ont volé en éclats. Le groupe social a disparu. Et cela a un impact bien plus important qu'on ne voudrait l'admettre. Les mots, les narratifs qui auraient pu couvrir les violences des années 50 n'ont pas trouvé d'espace social d'élaboration. Et cela continue à peser lourd sur le travail qu'on essaye de faire autour de la mémoire des mémoires, autour de l'histoire au Rwanda. Le processus d'engendrement d'un génocide prépare la disparition des êtres. Il défait des liens très importants. Il brouille les repères partagés. Et le génocide vient figer tout ça, vient figer l'inimaginable comme une nouvelle aune à partir de laquelle on juge les choses. C'est très difficile. Revivre après un génocide, c'est aussi chercher à restaurer sur la durée, reconnecter, séparer parfois, retrouver les mots, les réhabiliter, leur redonner du contenu ou bien essayer d'expurger le mauvais contenu qui leur ont été donnés pour procurer la mort, déconstruire l'insensé. C'est aussi reconnaître que plus rien ne peut être comme avant. Savoir créer le changement sans gommer les autres besoins. Le geste qu'Esther faisait de montrer les photos, elle est loin de parler d'un acte esthétique, mais c'est tout ce qui lui reste. C'est la manière de pouvoir remettre les noms et les mots sur des visages aimés, sur des visages arrachés. Et c'est ça le travail aussi sur les mots, sur le fait de se réapproprier le peu qui reste. Je voudrais aussi m'arrêter un instant, je vais vite, vous m'excuserez, sur les progrès qu'on a au Rwanda à très grande vitesse et poser la question de détruire, reconstruire. C'est un couple. En Kinyarwanda, on dit que abasangi usabitana ibisambo. Si j'essaye de traduire, c'est quand on partage dans la disette, on se traite mutuellement de gourmands, égoïstes et salauds. Et le gouvernement rwandais a choisi de faire sienne cette assertion. Sa priorité pour rendre possible la réconciliation et l'unité des Rwandais s'appelle le développement. C'est un mot qu'on pourrait écrire en lettres capitales. C'est dans les termes de transformation que la gestion de la cité Rwanda est annoncée. C'est un très sérieux défi pour la temporalité mémorielle. En effet, comment imaginer un processus de ou de construction d'une mémoire commune si tout change très rapidement? Nom de rue, nom des lieux, ville, cité administrative, tous les points de repère s'effondrent les uns après les autres sans que l'on ait eu le temps de raconter leur rôle dans l'histoire récente du Rwanda et de s'en saisir comme objet de connaissance sociale ayant participé à forger nos identités, nos récits de vie, heureux ou malheureux, individuels ou collectifs. La question qui se pose ici, c'est de comment peut-on élaborer des narratifs à partager. Il y a aussi la question qui est délicate, qu'il est malaisé de poser. Mais moi, je préfère la poser. C'est tout ce que je peux faire aujourd'hui. Détruire les traces du passé ou déconstruire les idéologies. La ligne de démarcation reste floue, inquiétante. Le pays a été ouvert aussi aux investisseurs étrangers pour soutenir ce développement. Il est vrai qu'après la guerre et le génocide, le pays faisait face à toutes sortes d'urgences, toutes cruciales. Sécuriser, pacifier, rassurer, réconcilier, développer, éduquer. Il y avait trop de choses à faire et les moyens étaient quasi inexistants. Le pays s'est ouvert. Tous les investisseurs,
La main-d'œuvre, tout le monde peut venir travailler au Rwanda. Les Occidentaux, on les retrouve surtout dans les bureaux, mais on voit aussi les Asiatiques, Indiens, Chinois, Philippins, les Africains du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, dans les bureaux, sur les chantiers, dans les hôpitaux et les écoles, et même dans les supermarchés. Partout au Rwanda, on voit ce spectacle ravissant pour tisser combien ce pays est longtemps resté fermé, recroquevillé sur ses peurs et ses discriminations criminelles. Mais si aujourd'hui tout le monde peut acheter une maison, la transformer, acheter même un quartier si vous en avez les moyens, nous devons garder en mémoire que chaque maison détruite, chaque rue qui change de nom, chaque quartier rasé, des traces du passé disparaissent avec. Et on n'a pas le temps de s'y pencher, de dire ou de lire les rôles de ces traces dans notre histoire. Plaider pour aller moins vite, devancer et éviter les nostalgies coupables versus les rejets inconditionnels, c'est aussi une autre problématique. Nous ne parvenons pas encore à l'éclairer, mais elle complique sérieusement le travail d'histoire et les archives en particulier. Lorsqu'on y regarde de plus près, on constate que ce passé lourd crée un malaise chez tout le monde. Malaise conscient ou non. On le redoute, on le déteste, on ne veut pas prendre le risque de débattre de ces signes de notre passé et souvent l'aspiration au progrès nous permet de rationaliser artificiellement. Je crois que je vais devoir aller plus vite parce que le temps file. Je voudrais dire que les efforts de l'État rwandais pour moderniser le pays, loger sa population, offrir une infrastructure digne du XXIe siècle sont à saluer. Ce sont des efforts à soutenir. Mais le regard de l'intellectuel citoyen dont je suis doit pouvoir s'exercer pour construire durablement. Si nous voulons parler de mémoire, qui n'est pas une instrumentalisation, nous devons aussi aller avec les réalités du pays. Le dernier et cinquième défi que j'ai voulu relever pour la même question de la mémoire et de l'histoire, c'est un phénomène beaucoup plus actuel. C'est la mondialisation et les nouvelles technologies de l'information. Heureusement, le Rwanda n'est pas resté en dehors du monde cette fois-ci. Les nouvelles technologies de l'information font une avancée spectaculaire dans une société rwandaise qui n'a pas encore eu le temps de scruter ses ruines. Là, j'emprunte le mot à Pierre Vidal-Naquet. Ces nouvelles technologies imposent de nouveaux schémas qui triomphent sans racines socio-culturelles. Ils introduisent une nouvelle coupure, cette fois-ci, et c'est une coupure numérique qui vient renforcer la fracture intergénérationnelle déjà existante dans la société. En outre, elle participe à la diffusion des connaissances tronquées, biaisées, plutôt folkloriques, en lieu et place d'un savoir historique et culturel. Cette dimension prend une grande ampleur dans cette société qui a opté clairement pour une combinaison savante, mais une combinaison très exigeante. D'un côté, on veut la modernité, le progrès à grande vitesse. De l'autre, on veut en même temps une sorte de retour aux sources de la tradition culturelle. Dans une main, le Rwanda tient les nouvelles technologies de l'information, mais dans l'autre, le Rwanda veut tenir aussi ce que l'on appelle ici les homegrown solutions, telles que les juridictions Gacaca, Itorero ou Ingando, ou comme dans une main, le Rwanda veut la ville moderne ouverte aux investisseurs de toutes sortes, mais dans l'autre, nous proclamons haut et fort, Ndi Umunyarwanda, je suis rwandais, et puis on connaît le succès de ce qu'on a appelé Made in Rwanda. C'est le processus que l'État rwandais a choisi. Il n'est pas question de dire c'est mauvais ou c'est bon. C'est là et nous devons faire avec quand nous voulons penser le Rwanda. Je voudrais conclure avec une phrase que je trimballe depuis bientôt 8 ans. Par-dessus l'abîme des archives, mais l'outil média pour négocier une mémoire ou un futur partagé, c'est une question.
Le Centre Iriba pour le patrimoine multimédia que j'ai co-créé avec Anna Guion il y a 10 ans maintenant, entend contribuer à éclairer les défis et à nourrir les débats qui rendront le changement positif durable et réduira les risques. Depuis 2010, le Centre Iriba, Iriba veut dire source, travaille à regrouper des films, des photographies et des documents sonores datant du début de la période coloniale jusqu'à aujourd'hui. Il y a des copies existantes, mais nous faisons aussi des enregistrements et des prises d'images du patrimoine rwandais risquant de disparaître. Les personnes âgées, les quartiers immeubles promis à la destruction, les noms et objets changeants ou se raréfiant. Ces archives sont mises en accès libre, gratuit, pour tous, sans exception. Au centre, mais aussi dans nos programmes itinérants, là où habitent les moins chanceux peut-être de la société, en matière d'accès à la culture. Le point crucial du contexte archives ou traces du passé au Rwanda tient de la délicate position de trouver une position équilibrée entre le paradoxe qui constitue soit une absolue indifférence, on n'en a rien à cirer, on peut détruire, on ne s'arrête pas pour regarder, ou bien une extrême méfiance. Les violences que nous avons subies, notamment à caractère politique, créent la méfiance vis-à-vis du passé. De toute façon, tout aboutit à la perte des archives ou à leur destruction. Ces dernières années, un intérêt nouveau semble animer le secteur des archives. Sachons toutefois que malgré cet intérêt, il y a des choses qui semblent rester inaccessibles pour qui n'a pas aiguisé sa pensée critique, une pensée nourrie d'expérience et d'un certain courage intellectuel. Je pourrais vous parler encore plus longtemps, mais c'est difficile de tout dire. Lorsqu'on se penche sur le sujet Rwanda, surtout en termes de savoir, on fait face à une accumulation de défis, de problématiques et d'enjeux. Des enjeux et défis propres à l'Afrique. Mais il y a une spécificité qui s'appelle Rwanda, parce que le Rwanda est resté souvent loin de là où on débattait, mais surtout parce que le Rwanda porte désormais un génocide de proximité en héritage. Que l'on parle de décolonisation, qu'on parle des questions d'inégalité, le Rwanda n'est pas habitué à faire partie des espaces de débat, sauf quand on commence à parler du génocide qu'on connaît peu. Un génocide, c'est un sujet qui a tendance à créer des tensions. Quand on aura appris à penser le Rwanda au cœur de l'Afrique, il va falloir trouver l'énergie de ne jamais oublier que, aussi humain que le reste de l'humanité, aussi africain que les autres pays d'Afrique, le Rwandais vit avec un génocide en héritage. Cette tâche est rude, mais pouvons-nous encore prendre le risque de continuer sans rien changer fondamentalement? Je pense que l'outil numérique, ces nouvelles technologies de l'information, même la mondialisation, c'est des objets qui contiennent en eux les opportunités pour un Rwandais qui voudrait vraiment travailler sur la question de l'histoire, la question de la mémoire, la question de la transmission. C'est une dette que nous avons envers les plus jeunes, mais les défis sont lourds, les défis sont là. Les défis nous engagent à beaucoup de sincérité et à l'esprit critique qui nous a manqué à une autre époque, nos Rwandais du XXe siècle. Je vous remercie. Vielen Dank Ihnen, Frau Mugiraneza, für die Perspektiven. Ich würde gerne
jetzt mit unserem Gespräch beginnen. Und liebe ZuschauerInnen, Sie können ab jetzt schon Ihre Fragen in unser Chat reinschreiben. Ich würde gerne auf die Pause verzichten und dann direkt auch die Fragerunde für Sie eröffnen. Frau Mujabayo, welche Folgen hatte der Genozid von 1994 für Folgen für die Hinterbliebenen? Wir haben jetzt gerade die Fotos von Ihrer Familie gesehen. Sie haben den Großteil Ihrer Familie verloren. Was für Folgen hatte dieser Genozid für Sie? Ja, les conséquences suite au génocide perpétré contre les Tutsis pour les survivants, ils sont énormes. Ils sont énormes. C'est en plusieurs catégories. Je commence par les tout petits, les enfants. Ceux qui étaient tout petits, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toute une question d'identité. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Il y en a qui ne savent même pas de quel lieu ils venaient. Le lieu physique, la colline, oui, la colline chez nous, où? D'où je tiens ça? De qui je tiens ce caractère? Comme j'ai dit, j'ai parlé de la jeune femme à qui on demande quelles sont les maladies qu'il y avait dans la famille, mais je ne sais pas. Nous avons des très belles histoires des petits, des bébés qui ont été sauvés par des jeunes filles Hutus. Je me souviens d'une gamine de 13 ans, Grace, qui a sauvé Vanessa. Dernièrement, une autre fille qui a sauvé un bébé, qui l'a mis au sein, des choses comme ça. C'est des enfants qui doivent se construire une identité à partir des bribes qui te demandent. Pour ceux qui connaissent encore, j'ai beaucoup de neveux et de nièces qui me demandent, mais raconte-nous, c'était comment, papa, c'était comment, maman, c'était comment? J'ai la chance, j'étais grande, je vois, je connais tout ça, je sais d'où je viens, mais pour les plus petits qui doivent se construire, enfin ils ne sont plus petits maintenant, ils ont 26 ans, 25, 26 ans, mais ils doivent se construire à partir d'un vide. Où sont les racines? Les gens qui ont eu la chance, qui étaient un peu plus âgés, c'est comme un arbre qui avait déjà des racines. Ou bien c'est comme, j'utilise toujours l'exemple de remplir le réservoir d'essence pour la voiture. Quand il y a quelque chose dans le réservoir, tu peux rouler. Mais quand le réservoir est à sec, tu roules avec quoi? Qui est-ce qui a rempli ton réservoir? Donc ça, c'est une des conséquences qui poursuit les plus jeunes. Mais je dis toujours, j'essaye de voir vraiment les initiatives qu'il y a parmi les jeunes et qui sont fantastiques. Tu vois des jeunes qui se mettent ensemble, qui apprennent la culture, et ce que Assunta a raconté avec notre culture, avec la parole, avec la beauté de la langue. Il y a des jeunes qui parlent maintenant comme des vieux. Parce que si tu fais un mariage, on échange des paroles d'une famille à l'autre. Mais où sont les vieux pour parler au mariage? Où sont les vieux pour maîtriser ce langage? Et les jeunes se sont mis à apprendre ça, les jeunes se sont mis à faire ça. Donc il y a eu de conséquences négatives, il y a eu quand même une impulsion à faire quelque chose, à contrecarrer, à ne pas rester seulement par terre, parce que sinon on est foutu. Bien sûr, d'autres conséquences, comme il y a un thème dont je voulais parler que j'avais oublié un peu. Lorsque nous nous sommes mis ensemble en tant que veuves, pour pouvoir retrouver une famille, pour trouver j'appartiens à qui ou d'où est-ce que je viens, parce qu'avant on disait je suis la fille d'eux, la femme d'eux, et maintenant tu n'es ni la fille d'eux, ni la femme d'eux, ni la sœur d'eux, puisqu'ils sont tous morts. Ils ont laissé ce vide-là. Donc les gens se sont remis ensemble pour constituer une sorte de famille. Mais quand nous nous sommes mis ensemble et qu'on a commencé à raconter, ce qu'on racontait le moins et qui est venu par après, c'était le viol systématique que les femmes avaient subi. Et là, de ce viol, il y a eu beaucoup d'infections du sida. C'était une réalité. Je pense aussi à un groupe de personnes qui fait vraiment très mal. C'est les mamans, les parents qui ont survécu, mais leurs enfants ont été tués. Donc tu as survécu par miracle ou bien tu es sorti des corps, mais tous tes enfants ont été tués. Alors tu vis, comment vivre avec cette culpabilité, malgré que tu ne pouvais rien faire pour les sauver, tu n'étais pas en mesure de les sauver, mais n'empêche que tu vis toujours en te disant « Pourquoi je ne suis pas morte? Pourquoi je suis encore là ?» Et ça, c'est un des défis pour le moment que notre organisation est confrontée aux vieilles mamans qui n'ont personne.
Parce que chez nous, il n'y a pas le service social comme ici, que si tu es vieux, il y a le home des vieux ou quoi. Non, c'est la famille, ce sont tes enfants qui s'occupent de toi, qui s'occupent des vieux, des vieilles. Et c'est là où on a commencé. Et là, encore une fois, on a eu vraiment un grand soutien de la First Lady et pour faire des maisons, des belles maisons pour les vieilles mamans et les vieux papas qui n'ont plus de famille. Et ça devient leur famille maintenant. J'ai lu il n'y a pas longtemps, j'étais vraiment amusée, c'est pas vraiment le mot, mais il y a une vieille maman qui vient de mourir, mais qui était justement dans ces maisons-là qui ont été construites et qui sont gérées par Avega, mais qui sont financées par le gouvernement. Et comme on a tué tous ces enfants, les 10 enfants qu'elle avait, le mari, il n'y avait personne. Et la famille de son mari, non, sa famille à elle, avait en partie participé au massacre. Et donc, elle n'a pas voulu leur laisser le petit lopin de terre qu'elle avait. Et elle a écrit son testament et elle a donné son petit lopin de terre au président. Donc, il a dit, c'est vous qui m'avez sauvé, c'est vous qui allez m'enterrer, c'est vous qui prenez mon héritage. Donc, il y a beaucoup de conséquences. Ce vide dans lequel elles vivent. Et chaque fois qu'elle voit l'enfant qui avait l'âge de son enfant, qui est devenu un grand maintenant, qui a des enfants, qui a un boulot, qui a ça et ça, elle se dit, si mes enfants étaient là aussi. Donc, si vous voulez, c'est vraiment beaucoup de niveaux de conséquences. Il y a aussi, bien sûr, un des grands défis du Rwanda, et pour ça, moi, je dis toujours chapeau, comment on a pu revivre ensemble. Parce que les tueurs ne sont pas venus d'ailleurs. Donc, on touche le tissu social là. Mes voisins, mes tueurs. Donc, les gens que je connaissais, les gens avec qui on a été à l'école, bien, on a joué ensemble comme enfants ou quoi. Dernièrement, là, il y a 2 ans, je suis retournée au Rwanda pour ouvrir la fosse commune. Ça, c'est aussi une autre conséquence, enterrer les nôtres. Quand on a su la fosse commune où les parents étaient et tout, et qu'on a décidé de l'ouvrir, j'ai revu tous les gens qui étaient autour de nous, ceux qui les ont tués, je les connais par leur nom. Et nous étions confrontés à revoir ce dont je vous parlais là d'une sépulture digne. On était confrontés à revoir le corps des tiens, que je vous ai montré en photo, mais cette fois-ci, je les vois décomposer. Je vois des os, je ramasse des os, je les remets ensemble, je les remets dans un cercueil, afin qu'ils aient au moins une sépulture décente. Mais pour faire ça, je suis confrontée à mes voisins. Et je dirais peut-être, moi j'ai la chance, je n'habite pas tout près, mais j'ai des amis qui habitent côte à côte, avec le bourreau, avec le tueur. Et là aussi, c'est là où je disais que le Rwanda fait des efforts pas possibles, avec les fameux gacaca, avec les fameux tribunaux. On a quand même pu sortir la vérité, on a quand même pu dire qu'est-ce qui s'est passé. On a quand même pu savoir dans quel trou, dans quelle fosse on a jeté les gens. Et ça a beaucoup soulagé. Même si ça faisait très mal d'entendre comment le bourreau raconte, vraiment avec une indifférence, comme si il parle de la pluie et du soleil. Mais on te parle des tiens, on te parle de comment on les a hachés, comment on les a coupés. Donc cette cohabitation, quand tu y arrives maintenant, tu te dis c'est pas possible. Et pourtant, oui, on cohabite. Et ça, je trouve ça quand même fantastique. Donc, il y a des conséquences, comme vous me le demandez. Il y a des défis, et on essaie d'y arriver. Ja. Dankeschön. Frau Mugiraneza, Sie haben über Sprache gesprochen und Sie haben über die Möglichkeiten, die uns digitale Medien geben in neuen Zeiten für die Aufarbeitung. Wie ist eigentlich die Rolle der Kunst bei der Aufarbeitung des Genozids? Je vous remercie beaucoup. Encore une fois, c'est difficile de parler parce que ce que raconte Esther résonne étrangement. Ça résonne directement dans ma tête et c'est difficile de passer de l'un à l'autre, surtout qu'on est à distance. Le rôle des arts. Au fait, les nouvelles technologies de l'information, ce sont des outils. Alors que l'art
c'est un moyen de nous permettre à négocier une distance qu'on n'a pas lorsqu'on a les mains directement dans la chair des siens, en décomposition, quand on a affaire à l'indifférence généralisée, quand on a affaire à l'énormité du crime jamais pensé, l'art me permet de négocier une voie pour tenter de redonner du sens. Dans le centre que nous avons co-créé avec Anna Guion, on part des archives sonores justement parce que le son et l'image parlent à tout Rwandais, alors que l'écrit, c'est pas vraiment dans nos pratiques. Du coup, quand on a parlé du son, le Rwandais a cette capacité de créer un monde exceptionnel par le biais de la langue. Par exemple, les premières personnes qui ont réussi, je mets les guillemets, à mettre les mots sur ce qu'elles voyaient au Rwanda, c'était des femmes d'abord, et c'était des femmes artistes, des compositrices de chansons quand on peut y accéder. Ça n'aurait aucun reportage, que ce soit CNN, que ce soit France 2, que ce soit aucun reportage photo, aucun reportage cinématographique, aucun reportage télévisé ne peut toucher autant que ce que raconte par exemple une Suzanne Nyiranyamibwa qui rentrait au Rwanda et qui va chanter Mbazende, à qui puis-je adresser ma question, ma requête, et qui nous met dans les oreilles les mots qu'on n'arrive pas à élaborer face à cet abîme. Je pense aussi à Maria Johanna et d'autres. Pour les arts traditionnels qui tournent surtout autour du verbe, c'est important de pouvoir retrouver cette capacité de la parole qui avait été aussi instrumentalisée pour rendre possible le crime de génocide. Ce qu'il y a de génial aujourd'hui, c'est qu'avec l'ouverture du monde, les jeunes Rwandais ont découvert le cinéma. Moi, quand j'étais jeune, je regardais le cinéma parce que j'avais la chance de savoir qu'il existait. Jeune, c'est quand j'étais jeune, fille, pas enfant. Mais il y avait 2-3 endroits où on pouvait voir le cinéma. Jamais je n'aurais imaginé que le cinéma puisse devenir un langage pour moi. Lorsque j'ai eu la chance de travailler avec des cinéastes après génocide, je trouvais ça tellement compliqué par rapport à ce que j'aurais voulu dire que j'ai décidé de ne jamais faire du cinéma. Mais quand je vois comment les jeunes aujourd'hui arrivent à travailler avec le cinéma, qu'ils arrivent à faire des performances déclaratives en mélangeant le Kinyarwanda, l'anglais, le français, avec une liberté incroyable, je me dis que c'est peut-être encore une fois la chance, l'opportunité. Alors, c'est quoi notre rôle? C'est de leur éviter un discours de propagande. C'est de leur éviter des schémas non pensés, des concepts qu'ils importeraient sans savoir vraiment d'où ils viennent. C'est de leur redonner des racines dans l'histoire du Rwanda, racines que nous avons coupées à plusieurs reprises. Coupées parce que criminelles, mais coupées aussi parce que, comme le racontait encore une fois Esther, en 1994, ce n'était pas la première fois. Les violences n'avaient pas eu des espaces pour s'élaborer. J'aime ce mot aussi parce qu'au cœur de notre centre, on a mis l'idée de créer et d'offrir des espaces de libération de la parole. C'est essentiel d'accompagner les arts, mais aussi la recherche. La recherche est fondamentale parce que l'objet Afrique et l'objet Rwanda en particulier, ce sont des objets aussi de connaissance. L'épistémologie est nécessaire quand on parle de l'Afrique et quand on parle du Rwanda aussi. Moi, je viens du monde académique et j'ai toujours été désagréablement surprise de voir le manque de rigueur académique, de rigueur épistémologique avec lequel certains s'expriment sur la chose rwandaise.
Donc, les arts, les connaissances, la solidarité, la capacité de faire nous-mêmes la critique. Moi, je fais toujours la critique parce que, comme on dit, qui aime bien châtie bien. J'adore mon pays, je sais combien il a souffert. Et la seule chose que je puisse offrir aujourd'hui, c'est le sens critique. Une critique bienveillante, une critique constituée, mais une critique que j'adresse à moi en premier et ceux de ma génération. Donc, les arts, si on les accompagne, ça pourrait être une des voies par lesquelles nos jeunes pourraient imaginer, élaborer une autre mémoire. Mais attention, quand on parle d'art, on n'est pas en train de parler de folklore. Quand on parle d'expression culturelle ou artistique, on n'est pas en train de parler de divertissement, on est en train de parler de forger avec la connaissance. La propagande nous a coûté cher. Là aussi, on doit avoir systématiquement la capacité de garder un regard critique. La propagande nous a coûté cher. Et le divertissement a rempli les stades d'abord de ces miliciens et autres qui chantions soi-disant la paix et l'unité et qui en même temps aiguisions les machettes. Donc les arts, c'est essentiel à condition que ce soit fait artistiquement avec une éthique. Wenn wir über einen kritischen Blick sprechen, wie ist das eigentlich mit dem kritischen Blick in die andere Richtung? Wird auch die Kolonialgeschichte behandelt bei der Aufarbeitung des Genozids? Alors, quand on parle de la colonisation, moi, peut-être par ma démarche critique, j'ai tendance à ajouter les S, des S, parce que quand on parle de la colonisation, c'est déjà comme si on parlait d'un objet connu dans l'absolu. Ce sont des colonisations et nous ne connaissons pas encore. Nous n'avons pas encore suffisamment accumulé des connaissances sur la question des colonisations du XXe et XIXe siècle surtout. Du coup, nous avons en héritage aussi les méfaits de la colonisation. Moi, je fais partie de ceux qui disent la colonisation, on ne peut pas parler de ses bienfaits. La colonisation est une idéologie répréhensible, est une idéologie coupable que nos anciens ont vécue. On peut développer sans coloniser, on peut échanger sans coloniser. Donc, on commence toujours par là. Tout dernièrement, si j'ai le temps, je voudrais pouvoir en parler. Tout dernièrement, j'ai parlé avec des jeunes parce que le centre est surtout ouvert aux jeunes, même si on a des adultes, mais on travaille surtout avec des groupes de jeunes. Il y a un an, on avait dit qu'on se lançait un défi, que chaque date dans le calendrier, une date X ou Y, on allait devoir l'interroger, lui demander son contenu. Ça pouvait être le 27 janvier avec la libération du premier camp, ça peut être le 7 avril, mais ça peut être aussi le 8 mars, la journée de la femme. Et comme on avait déjà beaucoup travaillé, quand on est arrivé à la date du 1er juillet, c'était férié au Rwanda, mais il n'y avait pas de discours autour. Alors, on a décidé d'interroger cette date et j'étais étonnée de voir qu'au fait, on a oublié de raconter aux jeunes, ne fût-ce que le narratif autour de l'indépendance. Donc, on ne peut pas parler d'indépendance sans parler de colonisation. Mais quand on parle de colonisation, il faut aussi revenir et raconter ce que c'est. Pas seulement comme un témoignage, mais aussi comme une analyse, comme une capacité à donner des repères pour que ces jeunes ancrent leurs connaissances et leurs réflexions. Nous avions travaillé, j'aimerais vous annoncer que déjà ils ont décidé que, comme en Afrique, quand on en parle, on englobe tout le monde et que nous parlait à cette époque des 60 ans des indépendances en Afrique, ils ont dit, nous savons désormais que 60 ans pour nous,
Ce n'est pas en 2020, c'est en 2022, et nous entendons prendre la parole au cœur de notre cité. Ils ont aussi décidé de commencer à faire des week-ends culturels décoloniales, où les différents arts, mais aussi différentes disciplines, l'architecture, l'écriture, participent à interroger les traces du passé colonial en perspective de ce que nous vivons aujourd'hui. J'ai constaté que d'ailleurs, cette façon de travailler leur permettait de souffler et de regarder le passé, de regarder l'histoire du Rwanda, de leurs parents, avec un regard moins embué, un regard qui pourrait être plus objectif. C'est long. Ce serait difficile de tout expliquer, mais au moins on aura commencé et j'espère qu'on aura l'occasion de continuer. Dankeschön. Ich habe noch sehr viele Fragen. Möchten Sie was dazu sagen? Pas à propos de ça, mais c'est parce que quand vous m'avez demandé quelles sont les conséquences, il y a quelque chose qui est inouï. Quand on a vu le génocide perpétré contre les Tutsis, quand on a vu tout ce qui s'est passé, je ne pensais pas qu'un jour, quelqu'un peut le nier. Mais il y en a qui le nient. Il y en a qui disent non, ça ne s'est pas passé. Ou bien qui vont faire un amalgame et maintenant dire, c'est sûr qu'après le génocide perpétré contre les Tutsis, avec la guerre qu'il y avait en même temps, il y a eu des morts. Il y a eu des victimes de guerre, il y a eu d'autres victimes. Mais qu'on mette ça, qu'on amalgame ça et qu'on dise non, le génocide des Tutsis, contre les Tutsis ne s'est pas passé, ça fait vraiment peur. Et ça, c'est surtout dans les milieux, et beaucoup de milieux ici, dans les milieux occidentaux. Et l'autre chose aussi que je voulais dire comme conséquence, s'il y a une chose qui fait mal, c'est de voir justement quand c'est nié, mais aussi avec les tentatives de justice qu'on essaie de faire, mais il y en a plein, et surtout je parle maintenant des planificateurs, je parle des grands, des universitaires, des gens qui étaient au pouvoir, des gens qui pensaient, qui ont été le cerveau de ça, ils se baladent, ici en Allemagne ou en Belgique ou ailleurs. Donc je pense que pour les survivants, c'est d'abord ce choc-là, on me dit que là, ce que je dis là, ça ne s'est pas passé comme si je l'invente. Et en plus, ça peut continuer à aller impuni. C'était juste ça que je voulais ajouter avant que vous ne clôturiez le sujet. Ja, vielen Dank für diese Ergänzung. Ich habe noch sehr viele Fragen an Sie beiden, aber an dieser Stelle würde ich gerne auch die Möglichkeit unseren ZuschauerInnen geben, damit sie auch ihre Fragen stellen können. Ich glaube, so viel Zeit haben wir nicht, aber 2 Fragen werden wir schon schaffen. Frage von Dr. Wolfgang Reinhardt. Liebe Esther, kannst du noch etwas sagen zu dem, was ein angemessenes Erinnern an den Genozid gegen die Tutsi in Deutschland behindert? Internationale Netzwerke der Anhänger des Völkermordregimes, manche deutsche Zeitungsberichte, etwa in der FAZ, die haarsträubende Gesichtsfälschungen verbreiten oder manche sogenannten Ruanda-Experten, die entgegen dem wissenschaftlichen Konsens und klaren Zeugenaussagen leugnen, dass der Genozid gegen die Tutsi geplant war oder den Genozid relativieren, indem sie von einem doppelten Genozid sprechen. Das ist ja, Sie haben es ja gerade angesprochen, vielleicht möchten Sie noch was ergänzen. Oui, vous avez tout à fait raison, Wolfgang. Et c'est ce que je venais juste de demander pour que je le rajoute, parce que ça fait très mal. Comme vous le dites, ça fait très mal de voir des gens qui se disent expertes, parce qu'ils sont académiques. Assoum, excuse-moi, je sais que tu es académique aussi. Mais quand tu vois des académiques, des gens qui disent, oui, on a la bonne analyse, les rescapés, c'est toujours se lamenter. Mais attends, il y a une réalité, il y a des faits qu'on ne peut quand même pas changer. Et ça fait... vous avez tout à fait raison, ça fait mal. Et ça se relaie non seulement parmi les Rwandais, mais aussi parmi les Allemands, parmi les Belges, parmi les Français. On a toujours des positions qui sont très, très frustrantes, qui font mal. Die zweite Frage von Herrn Detlef Gabe. Frage geht an Frau Dr. Mujawayekana. Gibt es im
Zuge der Umbettung der Toten neben der Anlage von würdigen Grabstätten auch Trauerfeier? Gibt es auf Staatsebene zum Beispiel einen jährlichen Gedenktag an die Ermordeten, an den Tutsi begangenen Genozid? Oui, 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 oui. Justement, à partir du 7 avril, chaque année, commencent les 100 jours pour la commémoration, pour se rappeler. Aussi, la plupart du temps, à ce moment-là, ceux qui ont retrouvé les corps, ceux qui ont retrouvé les fosses, ça c'est un exercice qui se fait tout le long de l'année selon les informations qu'on a reçues, parce que pour ça on est vraiment dépendant de ceux qui ont fait le génocide, justement de ceux qui savent, on les a jetés. Mais une fois qu'on a ça, on a des mémoriaux. Un mémorial, le plus grand est à Kigali, mais il y en a un peu partout dans le pays, et on essaye à ce moment-là justement de faire le deuil, de faire je ne pourrais pas dire la fête de deuil, mais au moins on essaye de faire le deuil comme on l'aurait fait en temps normal, ce qui n'a pas été possible au moment du génocide. Maintenant, la façon ou quoi, ça change. Avant, on ne savait pas. C'est ce que Assoum a dit aussi. Au début, on ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce que tu fais quand tu as 1 million de morts, quand tu ne sais pas où sont les corps, quand tu retrouves les corps? Alors on a, par exemple, le mémorial de Murambi, où on a décidé de laisser les corps, ou en tout cas les squelettes comme ils étaient. Et avec ça, c'est un peu comme pour l'éducation, pour dire, voyez ce qui s'est passé. Il y a des choses qui sont tragiques, parce que selon les positions, par exemple, à Murambi, je sais qu'une des choses qui est dure à regarder, c'est surtout les femmes qui ont été violées, dans quelle position elles ont été retrouvées, parce qu'elles étaient violées, parce que les jambes étaient ouvertes. Donc on a des choses qui font très mal, mais qui sont nécessaires pour le voir. Et là, on a des débats. Il y en a qui disent non, il faut les enterrer. Il y en a qui disent non, il faut les garder. Je dis encore une fois, on se cherche, on n'a pas encore trouvé. L'autre question, c'est... Ja, ich sehe noch eine Frage an Sie. Lässt sich ein Trauma wie ein Völkermord persönlich nur verarbeiten durch Vergessen? Non, ça c'est la grosse erreur qu'on croit, parce qu'on l'a pensé aussi, on a dit le temps guérit, donc on va oublier petit à petit. Mais je pense que quelque chose comme le génocide, ça a vraiment, ça prend dans tout ton corps, ça prend dans toute ta croyance, ça prend dans toute ta relation avec ton pays, ta culture, tes voisins, les humains. Et pour beaucoup, comme je l'ai dit, c'est aussi dans le corps. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment seulement laisser aller par le temps et qu'on va oublier. Et d'ailleurs, ce qui est assez fort et qu'on doit vraiment faire attention, c'est que non seulement nous qui avons subi, qui étions là, qui avons survécu, on doit travailler ça, mais on doit faire attention aussi parce que ça se transmet. Le traumatisme se transmet à d'autres générations. Et c'est pour ça que je plaide vraiment pour un travailler sur ce qui s'est passé. C'est très dur. Et puis, des fois, on n'a même pas l'occasion de le travailler, mais c'est absolument nécessaire pour nous-mêmes qui avons vécu ça, mais aussi pour nos enfants qui étaient petits, mais aussi pour les enfants des générations qui vont venir. Parce que le non-dit, il va se transmettre, qu'on le veuille ou non. On a ici, ici en Allemagne, j'ai des collègues qui travaillent avec des rescapés de la Shoah, pas les rescapés directs, mais des enfants jusqu'à la 3e génération. Ça peut te poursuivre. Donc c'est nécessaire, excuse-moi, c'est nécessaire de le travailler. On ne peut pas le laisser se faire tout seul. Die letzte Frage geht an Frau Mugiraneza. Worin liegt zusammenfassend gesagt in Ihrer Sicht also die Ursachen für den Völkermord im Jahr 1994? Die Fragen sind von Herrn Konstantin Berger. Je vous remercie beaucoup. Laissez-moi juste ajouter 2 petites observations sur les questions précédentes. Le négationnisme est une construction d'abord des intellectuels. Vous avez raison de vous en préoccuper. Et au fait, moi j'ai envie d'ajouter à ce qu'Esther a dit,
c'est pas seulement que les propos négationnistes font mal à la victime. Le problème, c'est aussi que le négationnisme empêche au reste de l'humanité d'accomplir la seule mission qu'elle pourrait enfin accomplir, au moins reconnaître qu'il y a quelque chose de grave, qu'un crime contre l'humanité s'est accompli devant nos yeux. L'autre point, c'est la prévention. La prévention revient aussi à faire le travail d'histoire. Et les négationnistes entravent ce processus difficile. Maintenant, j'aimerais aussi attirer l'attention sur ce qu'on appelle la génération post-mémoire. Il y a de très bons travaux là-dessus, notamment d'une certaine Marianne Hirsch, descendante de la deuxième génération d'un rescapé de la Shoah d'origine allemande. Il y a ces questions, on ne fait pas le travail de mémoire, on ne s'occupe pas du traumatisme pour que les rescapés s'en contentent. On le fait pour que la génération d'après ne soit pas malade. Et ces soins aussi sont nécessaires pour ceux qui ont commis l'irréparable et leurs enfants. C'est difficile de les reconnaître comme innocents, mais nous devons nous imposer cette règle éthique pour dire que les enfants des tueurs méritent aussi nos soins. Maintenant, pour revenir à la question complexe que je ne pourrais pas traiter parce que cela demanderait peut-être une autre conférence. Les racines du mal se trouvent d'abord en l'homme. Ce n'est pas quelque chose qui est animal, mais c'est une affaire qu'on peut retrouver dans le passé plus lointain. Esther l'a évoqué notamment avec la colonisation, les théories raciales, parce que l'idée des inégalités entre les races n'existait pas dans la société rwandaise, mais en même temps, ce serait abusif de dire que c'est à cause de la colonisation qu'il y a eu un génocide. Heureusement que les pays qui ont été colonisés n'ont pas commis le génocide comme au Rwanda. Il y a un travail politique d'instrumentalisation de l'histoire. Il y a un manque de sens critique. Il y a le manque de courage personnel. C'est ce qui fait la différence. Quand il y a des justes, c'est qu'ils ont été exceptionnels. Donc, les racines du génocide, de ce crime, et surtout d'ordre socio-politique et historique. Et c'est pour ça qu'il faut aller les rechercher. Ce n'est pas quelque chose qui tient à la nature des protagonistes, c'est une construction. Le génocide est une construction, c'est une entreprise qui exige énormément de volonté par ailleurs. C'est pour ça que derrière, on ne peut pas détruire l'entreprise. Il faut déconstruire l'entreprise. Là, je cite des gens, vos compatriotes, une certaine Suzanne Heim et Gotsali ont fait un très bon travail là-dessus. Et c'est ça. Il faut retrouver les racines, nous demandent de déconstruire le génocide, son idéologie. Vielen lieben Dank, dass Sie bei uns waren. Sie virtuell, Sie bei mir hier im Studio. Eigentlich brauchen wir jetzt alle, glaube ich, eine lange Denkpause, um das bisschen auf uns einwirken zu lassen, was wir Wichtiges alles gehört haben. Aber um 16:15 Uhr geht es weiter mit dem nächsten Panel. Also bleiben Sie dabei.